Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Espace TV pour vous informer. Bienvenue dans votre émission Club de l'actu. C'est tous les dimanches quand il est 18h30 à Conakry et partout dans le monde en temps universel, bien sûr. Et bienvenue encore et Club de l'actu de ce soir. Le menu, il est encore alléchant et alléchant, je le dis bien. On l'a dit cette semaine en attendant de savoir sa réelle composition et ses conclusions futures, le cadre de dialogue et politique et social, ou du moins son simple nom, semble diviser les acteurs politiques, même ceux d'un même camp. C'est le cas des signataires d'une tribune. Depuis leur cellule à la maison centrale, Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba et Selou Baldé, qui clament toujours leur innocence des faits mis à leur charge et exigent la tenue très rapidement de procès équitables et justes. Mais de l'autre côté, il n'exclut pas la piste de dialogue dans notre pays. C'est là pour permettre la cohésion sociale, l'unité nationale et la réconciliation en Guinée. Il n'en fallait pas plus pour que la direction nationale du parti UFDG se remet sur la place publique pour un peu, disons-t-on, je vais dire, se désolidariser de cette tribune ou en tout cas définir sa position quant à ce qui concerne le dialogue politique dans notre pays. Mais de l'autre côté, c'est le secrétaire général du parti et il s'agit bien de Aliou Condé qui, ce week-end, c'était hier samedi, qui rapidement a donné plus d'explications ou qui a été plus explicite sur la position du parti. Il dit ceci: nous refusons de capituler malgré toutes les exactions, malgré toutes les privations, malgré toutes les tueries, les privations de liberté de mouvement et d'expression. Nous tenons tête à monsieur Alpha Condé et aujourd'hui, la Guinée est à la croisée de tous les chemins. De l'autre côté, il réagit non. C'est bien Mamadou Bari qui dit que ce n'est pas la Guinée qui est à la croisée des chemins. C'est bel et bien l'UFDG. Ceux qui pensent parler au nom de la direction nationale du parti doivent avoir la pudeur et la modestie de se dire n'est pas forcément avoir le monopole de la vérité. Quelle analyse fait-on de toutes ces sorties? Est-ce que du rififi ou tout simplement un bras de fer ou des clashs au sein de l'UFDG? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour aller vers le recouvrement de liberté pour ces cadres des différents partis politiques incarcérés depuis près de 8 mois maintenant? La question, on la pose cet après-midi dans cette émission. On parlera également du Mali. Le Mali où les sanctions tombent déjà après la CEDEAO, l'Union africaine. C'est la France également qui rentre dans la danse et suspend sa coopération bilatérale avec l'armée française. Quel commentaire on fait de tout cela? Les invités, je les ai sur ce plateau. La triste nouvelle, vous le savez, c'est bien du côté du Burkina Faso, où plus de 100 personnes ont péri, c'était hier, dans une attaque terroriste au Burkina Faso. 4 invités cet après-midi dans ce studio, sur ce plateau, je vais dire. Souleymane Doumbouya, il est aujourd'hui acteur politique ou acteur social, je vais dire, ou acteur économique. Merci. On peut vous présenter comme consultant économique. Consultant socio-économique. Consultant socio-économique, mais il faut déjà rappeler qu'il est collé à votre peau. Oui, ça c'est mon passé, je le c'est désormais passé. Bon, quand je dis passé, c'est du vécu. C'est du vécu. Souleymane Doumbouya, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je suis ici plus en tant que consultant socio-économique. Je suis un cadre avant tout. D'accord. Le reste, on pourra le dire. Il n'y a pas de souci. Sekou Jamal Pendessa, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au groupe Gangan TV, Gangan Radio. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Tcherno Amadou Kamara, administrateur général du site guinée114.com. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Dada, bonsoir aux téléspectateurs. Il est bloqué dans les embouteillages. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Tcherno Souleymane Diallo de Guinée News. Mais avant d'aller avec tous ces sujets, je vous invite à regarder, à suivre cette revue de la presse que nous propose Djibril Bah. Bonsoir à tous et à toutes. À la une des médias, le prix du carburant a pris le large
des pages, des sites d'information cette semaine. Mosaïque titre « Le prix du litre à la pompe maintenu à 9 000 francs guinéens ». Le comité paritaire des prix des produits pétroliers a étançonné le prix du litre à la pompe à 9 000 francs guinéens sur toute l'étendue du territoire national. Le site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net de sa part a écrit plutôt avant cette décision du gouvernement qu'on sera autour de 10 500 à 11 000 francs guinéens si le prix du baril reste à son niveau actuel. Cette augmentation, si elle était maintenue sur les produits pétroliers, relève notre confrère, occasionnerait les prix des produits alimentaires sur le marché national, quitte à la population de surmonter davantage cette nouvelle crise financière qui en découlera. Africa Guinée nous fait savoir pourtant qu'il y a eu augmentation dans d'autres secteurs. Il s'agit notamment des ambassades, des compagnies minières ainsi que de certaines sociétés étatiques telles que DG et la SEG. Ces entités qui bénéficient d'une exonération devront débourser plus qu'elles en ont l'habitude. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer la structure des prix adoptée le 1er mars 2021 à celle du 31 mai. Le marché minier va désormais acheter le gasoil à 9 500 francs guinéens alors que le prix était jusque-là à 9 100 francs guinéens. À la une des médias également cette semaine, Aboubakar Souma quitte l'USTG. Plus de 80% des membres du bureau exécutif n'ont pas été consultés, a précisé un syndicaliste sur la page du site. Mosaïque Mamadou Aliou Sall a signalé que la décision d'Aboubacar Souma de rejoindre la CSG n'engage que lui et ses proches. Aboubacar Souma opte pour le silence. Selon le quotidien, Guinée Matin titre à sa une « Départ d'Aboubacar Souma ». Abdoulaye Sow fait la cour à Kadiatouba de l'autre faction du SLEG. Abdoulaye Sow a laissé entendre que la personne d'Aboubacar Souma ne l'intéresse pas. Il a également assuré que le SLEG reste et demeure à l'USTG, tout en faisant les yeux doux à Kadiatouba qui dirige l'autre faction du SLEG et qui est affilié à l'autre branche de l'USTG dirigée par Abdoulaye Kamara. À la une cette semaine, Ibrahima Cherif Ba est co-détenu, appelle au dialogue dans cette tribune. Les trois responsables, de l'UFDG actuellement en détention ont rappelé le caractère pacifique, légal et républicain de leur combat politique et ont mis en évidence leur innocence par rapport aux charges retenues contre eux. Vision Guinée relève la nécessité de l'organisation d'un procès juste et équitable. Cette tribune est une preuve éloquente que les détenus politiques s'inscrivent dans la même logique que la direction nationale du parti. Contrairement aux allégations de certains acteurs politiques, il n'y a aucun sentiment de regret et d'abandon exprimé par nos collaborateurs. Thibou Kamara s'exprime dans les colonnes de Guinée 7 pour dire que la tribune est une politique positive et d'une démarche républicaine salutaire parce que nous sommes amenés en tant que Guinéens à défendre indépendamment de nos convictions politiques et de nos opinions personnelles un certain nombre de valeurs et de principes que nous avons en partage. Merci donc à Djibril Ba de la rédaction Espace TV. Thierno Suleiman, dans cette revue, on a vu, il était silencieux pendant un moment, mais il brise le silence, il fait une sortie. C'est bien lors de la mise en place d'une nouvelle centrale syndicale de notre pays. C'est bien Aboubakar Souma. Oui, justement, et c'est nécessaire parce que les choses semblent se redessiner, les cartes sont en train de se redistribuer dans cet autre monde social. Vous savez que la Guinée, elle est en pleine mutation. Il faut assister tous les jours à de nouvelles choses. Et il faut s'y habituer. Je crois que c'est de bonne guerre. Moi, je l'ai suivi particulièrement chez vous, oui. Dans les GG. Il a décliné sa vision. Il a dit toute sa détermination à continuer son combat. Sans pour autant pouvoir empêcher, sans en avoir ni les prérogatives ni les moyens, d'empêcher d'autres de faire autant s'ils en ont les possibilités. Oui. Là, nous allons observer les choses, voir ce que le terrain va nous donner de constater, parce qu'au-delà des déclarations des uns et des autres, oui. À un moment donné, on aura des moyens, on aura des possibilités, selon le parcours de chacun, d'évaluer les choses et savoir qui pèse quoi. Et en ce moment, je crois que le respect viendra de là aussi. Le respect viendra, c'est que Jamal Pendessa et Aboubakar Souma,
c'est le divorce total, désormais on peut le dire comme ça, avec l'USTG, avec Abdoulaye Sow, qui par moment, il a estimé que ces derniers joueraient contre lui, mais aussi contre les enseignants du SLEG. Le divorce est maintenant consommé et on avait vu cela venir depuis quelque temps. Les différentes sorties, malgré qu'il y avait une commission qui tentait de réconcilier le mouvement syndical guinéen, mais on se rendait compte que dans les déclarations, on était loin de ce rapprochement souhaité, puisque quand l'autre prend la parole, il dit en tout cas nous tendons la main à ceux-là qui sont partis. Donc chacun considère que c'est lui qui est resté et les autres sont partis. Voilà, donc avec tout ça, et puis surtout plus particulièrement puisque le problème concerne Abakar Souma et Sow, on a vu les deux là qui sont venus avec une certaine force au niveau de l'USTG à travers le congrès qu'on a connu au Palais du Peuple ici qui a surpris beaucoup. Ouais. On a vu ces derniers temps, il n'y avait plus de confiance entre eux. Oui, parce qu'il le disait, Abakar Souma, que Abdoulaye Sow roulerait pour Kassouri, qui est son ami, pour le Solinabé, le gouverneur de la Banque centrale, qui est aussi son ami. Donc, tout se jouait. Non seulement il y avait cette question, mais il y avait aussi, je ne sais pas comment on va appeler ça, est-ce qu'une guerre de leadership ou de reconnaissance? Ouais. L'un dit que c'est grâce à moi on a pu obtenir les 40%, l'autre aussi dit que nous, à la dernière minute qu'il est venu récupérer cette victoire, il a voulu nous voler la vedette. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, si on se tenait au principe de la liberté syndicale, on dirait que c'est une bonne chose, puisque il faut... Ouais, la diversité, il faut que chacun ait la possibilité de s'exprimer. La cause principale qui explique cette division, c'est que c'est très malheureux et c'est l'affaiblissement du mouvement syndical guinéen. Oui, parce que beaucoup aussi on voulait tendre la main pour recevoir des miettes par moment. Alors, ça peut créer aussi des problèmes. Oui, Tcherno Amadou Kamara, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Abakar Souma est en train de bien préparer sa retraite, ou en tout cas de bien consommer sa retraite? Là c'est une question assez délicate. Je ne pense pas qu'on puisse préparer sa retraite en allant s'affilier à une nouvelle centrale syndicale. Et je pense que Pendessa a relevé quelque chose qui à mon avis, est très intéressant, parce qu'à un moment donné, sur le corps de Louis Mbemba Souma, il avait été décidé au Palais du Peuple de réconcilier d'entrer la hache de guerre. Et cet éclatement-là est plutôt l'expression de l'échec de cette tentative de rapprochement-là, qui aurait pu quand même renforcer un peu le mouvement syndical. Mais là, nous voyons ce mouvement s'effriter davantage, et je ne pense pas que cela puisse être ni la victoire de Aboubacar Souma, qui est dans une nouvelle centrale, qui aura besoin encore de temps pour sa reconnaissance au niveau du gouvernement, parce que entre-temps, il n'y a pas d'évaluation. Entre-temps, cette centrale-là ne sera pas représentative pour être interlocutrice du gouvernement, pour parler au nom du mouvement syndical. La CNTZ va continuer donc à assurer ce leadership-là. L'USTZ suit davantage. Je pense que c'est beaucoup plus pour ceux qui ont connu l'USTZ au temps de Louis Mbemba Souma et tout ça. Je pense que c'est cette USTZ surtout qui prend un autre coup dur et qui voit donc ses forces s'effriter. Comment il s'appelle? Abdoulaye Sow de l'autre côté, il a eu besoin de Souma pour faire face à Abdoulaye Kamara, qui allait faire son congrès à Mamou, et donc pour être porté à la tête une fois encore de cette union syndicale-là. Et n'oubliez pas qu'il y a une affaire, l'affaire est même judiciarisée. Donc je pense que tous les deux sortent affaiblis de cela. Maintenant, la question, c'est la résilience, qui saura rebondir après. Et je pense qu'Aboubacar Souma, il a encore du monde derrière lui, mais il faut dire que il est quand même, parce que vous aimez l'expression, il est vers la retraite. Il est vers la retraite, qu'il n'accepte pas, qu'il n'entend pas. Mais je pense que ça va être aussi un autre handicap pour lui. Un autre handicap pour lui, M. Souleymane Doumbouya, vous observez comme nous autres, je vais dire tous ces jumelages, ou en tout cas
toute cette cacophonie au sein du mouvement social guinéen, on a deux SLEG. Aboubakar Souma est là, Kader Touba est de l'autre côté, c'est le SLEG. On a deux USTG, Abdoulaye Sow est là, Abdoulaye Kamara est là. Et puis, on se retrouve, comment vous présagez l'avenir du mouvement syndical de notre pays? Est-ce qu'un héritage lourd laissé par les Louis Mbemba Souma? Je voudrais qu'il me soit permis d'abord de remercier vraiment les différents téléspectateurs, les téléspectatrices et les téléspectateurs de votre télévision pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Je voudrais aussi que vous me permettez de faire un clin d'œil à mes amis de l'autre côté qui chaque fois ne font que me taquiner. Je veux parler de M. Ahmed Tidiane Sylla. De l'UFR. Il faut reconnaître, vous pouvez tout dire de tous ces problèmes que rencontre ce parti, mais ils sont très bons chargés de communication. D'ici là, je voudrais solennellement utiliser ce plateau pour lui faire ce petit coucou. D'accord. Et si vous me permettez, je pense que ce qu'on est en train de vivre, tel que je le pressens, je le qualifie, ça va au-delà de la personne de M. Souma. C'est symptomatique de tout ce problème aujourd'hui que vit ce pays. Oui. Et comme le syndicat est une partie du corps social de la Guinée, il y a des générations, je dis, ce conflit est là. Il y a je le dis, nous ne fatiguerons jamais de dénoncer. Oui. Il y a une génération qui a été gâtée, je dirais dorée même presque, qui ont tout eu, qui ont été les premiers à terminer les études. Pendant que vous étiez à l'université, vous avez un emploi. Oui. On est venu en 2007 à la tête des revendications sociales mêlées un peu à la politique. Cette génération très intelligente qui devait tous partir pratiquement à la retraite en 2007 et 2018 ont été très subtils. Si on peut dire très malins. Très malins, à continuer à rester sur l'arène. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a décalé le départ à la retraite sur un indicateur lié au temps de service fait à la fonction publique. On l'a aligné sur l'âge. Ce qui fait que ceux qui avaient pour la plupart 30 ans de service, qui devaient partir, ont bénéficié d'une rallonge en fonction de l'âge de certains. Et si vous prenez, on se retrouve encore face à ces mêmes problèmes que le président, le procès, la gouvernance actuelle rencontre. Voilà, vous sentez que c'est encore récurrent. On parle toujours de ces fonctionnaires qui doivent faire valoir leurs droits à la retraite. Ils sont là encore. Aujourd'hui, l'administration en grande partie, ce sont eux. Je reviens encore, je suivais aujourd'hui, je suis tombé à tout hasard sur une émission qui passe sur votre télé, où j'ai suivi, mais je suis tombé, je me suis pris d'amour pour ce jeune, un ancien collègue syndicaliste de M. Souma, qui est très controversé. Oui, Roméo Bangoura. M. Roméo, qui a dit que M. Souma même, bon, c'est vrai qu'il bénéficie d'un mandat, mais il y a un article, il y a l'article 39, je ne sais pas de quel document, qui dit que quand on est à la retraite, on cesse toute action syndicale. Mais aujourd'hui, allez savoir... Du statut général de la fonction publique. Bon, de toute façon. Le nouveau statut, même si c'est liberticide... Non. Moi, je prends au mot ce que le jeune Bangoura a dit, pour qui je me prends beaucoup d'amour. Qui sont les mots d'un adversaire à lui. Bon, de toute façon, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant d'adversité, mais quand quelque chose est objectif, rester derrière l'objectivité. D'accord. Et encore, ce qui importe plus dans une disposition, qu'elle soit réglementaire, législative, c'est l'esprit qui sous-tend. Parce que si vous avez suivi le fil de cette émission, qui était vraiment primordiale, si je savais heureusement que c'est une chance, qu'on parlerait de Boubacar, j'allais le prendre dès le début. Parce que ce côté qui vient d'être dit là, dans cette loi ou bien cette disposition réglementaire, a influencé le cours des négociations. Parce que quand vous voyez des gens, dans toute activité, il y a l'intéressement. Comment vous qui devez partir à la retraite, vous allez négocier pour certaines personnes encore qui ont des carrières. Donc, de telle sorte que ceux qui avaient
ce qui avait été offert comme avantage D'accord. à Souma, il les a refusés simplement quelquefois par égoïsme. Ça, c'est votre perception. Donc, c'est très profond. D'accord. Je n'avais pas été suffisamment préparé à venir parler. Non, c'est un brossage qu'on fait juste sur cette question. Si vous le permettez, qui est une tache noire, hein, je le dis, oui. parce qu'il avait été recusé lui-même par son propre camp. Et vous avez vu que je dirais que c'est comme, je ne sais même pas comment le qualifier. En tout cas, c'est quelqu'un par qui le mouvement syndical a été tiré de bas. D'accord. C'est votre perception. Oui, en une minute, rapidement, on va continuer avec les autres sujets. Oui. Une précision, c'est que ce nouveau statut de la fonction publique a été voté, selon beaucoup d'observateurs, contre Souma. Puisque dans l'ancien statut, ça n'existait pas, cette disposition. Elle a été introduite après que Souma a fatigué le gouvernement avec tout ce qu'on a. Et vous voulez dire que c'est fait contre Souma? Exactement. Vas-y, allez-y, dites-le. Ça a tout l'air. Et puis, est-ce que c'est ça? C'est contraire même à la Convention 87 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui porte sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. On demande aux gouvernements qui se sont engagés là-bas à éviter de voter des lois qui puissent restreindre cette liberté. D'accord. Les syndicats ne doivent se conformer qu'à leur statut et règlement. D'accord, c'était ce qu'on pouvait dire sur cette revue que nous a proposé Djibril Ba de la télévision Espace. À présent, je le disais à l'entame, ce qu'on peut dire qu'il y a un bras de fer aujourd'hui, un scénario de clash entre les cadres de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et Cellou Dalein Diallo, pour l'instant, ne s'exprime pas sur la tribune, mais la direction nationale du parti s'y exprime parce que tout est parti de la maison centrale. Ousmane Gawal Diallo, Cellou Baldé, Chérif Ba qui font une tribune et la tribune a tout de suite eu sa réponse à la direction nationale du parti, mais de l'autre côté d'autres voix se sont élevées encore, notamment de Mamadou Bari. Mais avant, on va d'abord suivre avec Djena Bangoura la réaction qui a suivi cette tribune de Joachim Baba Milimono qui est décryptée par Djena Bangoura. Voici la tribune écrite depuis leur géol par Ousmane Diallo, Mohamed Chérif Ba et Cellou Baldé. Dedans, ils clament leur innocence, une justice équitable et une dynamique de cohésion sociale, entre autres. Une tribune malheureusement interprétée de plusieurs manières selon les compréhensions des uns et des autres regrette ce cadre du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo. Les détenus politiques, membres de l'UFDG, favorables au dialogue. Mais non, je suis désolé. La direction nationale de l'UFDG, par la voix de la cellule de communication et de son président, a toujours dit ceci. Nous ne pouvons pas aller à ce dialogue-là. Ce dialogue, il ne nous concerne pas. Pourquoi il ne nous concerne pas? Parce que nous sommes en conflit avec Alpha et son gouvernement. Le vrai contenu de cette tribune est pour Joachim Baba Milimono une façon de solliciter la justice pour les détenus politiques. Cependant, ils appellent à l'organisation d'un procès juste et équitable. Ce qu'ils demandent, c'est l'organisation d'un procès, tout en estimant que la tenue d'un procès juste et équitable pourrait servir de base pour aller à un dialogue, à un éventuel dialogue. Le parti serait-il en train de sacrifier les détenus? Nous demandons qu'ils soient purement et simplement libérés sans procès, parce qu'il n'y a pas de raison d'organiser un procès, puisqu'il n'y a pas de preuves. Pour Joachim Baba Milimono, même si la justice guinéenne libérait tous les détenus politiques, l'UFDG ne saurait jamais s'engager dans un quelconque dialogue sans concertation élargie à toutes les instances et obtenir leur adhésion. Retour sur ce plateau et Thierno Amadou Camara, cette question des tribunes, en tout cas est revenue davantage relancer la question liée au dialogue politique et social dans notre pays, mais fondamentalement le dialogue politique. Oui, effectivement, c'est l'avantage qu'on peut accorder à cette tribune, au-delà de l'expression qu'il faut saluer de ceux qui sont en prison, de savoir qu'ils peuvent s'exprimer quand même et donner
leur point de vue par rapport à des questions intéressantes qui les intéressent d'ailleurs au premier plan. L'avantage donc fondamental de la presse là, c'est le débat que ça suscite autour de la nécessité, parce qu'il y a nécessité aujourd'hui, d'aller vers un dialogue pour une décrispation, pour permettre aux uns de pouvoir dérouler leur feuille de route, leur programme de société, et aux autres de pouvoir exercer librement leur activité qui consiste à chercher à conquérir le pouvoir et à proposer des solutions, à critiquer le gouvernement. Alors, ce dialogue, il faut dire que aujourd'hui, c'est beaucoup plus la réaction de l'UFDG, et sinon les réactions de l'UFDG qui posent problème, que la tribune elle-même. Sinon, elle-même, elle n'est que l'expression, la parole de quelques 3 personnes qui sont détenues, qui sont concernées, qui disent qu'ils ne sont pas fautifs pour des faits pour lesquels ils sont détenus, qui demandent qu'il y ait procès. C'est que nous autres qui sommes là en train d'observer la scène politique avons toujours demandé, et qui ajoutent à cela qu'ils sont aussi pour la décrispation, pour le dialogue. Et ce n'est pas la première fois que cela soit dit par des cadres de l'UFDG. Il y a 2 mois en arrière, moi personnellement, j'ai eu une interview avec Fodé Bariga, qui est aussi un membre influent de l'UFDG, et qui est l'un des durs d'ailleurs au sein de la direction nationale de l'UFDG, qui a estimé que même les guerres mondiales ont été résolues en quelque sorte autour de la table, et qu'il n'y avait pas mystère à aller discuter avec le pouvoir d'en face et trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Maintenant, on a vu cette réaction de la direction nationale du parti, qui est quand même l'expression de la ligne qui est celle du parti depuis après ces élections-là. Le parti a toujours dit: nous n'allons pas à ce dialogue parce que d'abord, je répète les raisons qui ont été évoquées. Tous les dialogues qui ont été menés, qui ont été faits, les conclusions n'ont pas été appliquées. On a considéré les dialogues comme des moyens d'enfarinade, si on peut le dire ainsi, et on réussit à dire non, on a rouler l'opposition dans la farine, on a passé un cap et tout cela. La deuxième chose, c'est que Cellou Dalein Diallo estimait que, et c'est lui qui est le président élu, il estimait qu'il a été victime d'une fraude et ceci, cela. Il a son parti qui est barricadé, il a sa permanence qui est barricadée, lui-même il a empêché de sortir. Donc ils ont estimé que dans des conditions comme ça, il n'était pas question d'aller à un dialogue, et beaucoup d'autres raisons que je n'ai pas évoquées. C'est donc la ligne du parti. Je ne vois pas comment, quand la direction du parti, en réaction à cette tribune-là, réitère cette ligne-là en disant: attention, nous avons entendu ce que nos cadres en prison ont dit, c'est leur droit, et d'ailleurs nous sommes à leur côté, nous le faisons tous les jours, dénoncer leurs conditions de détention. Mais la question de la participation de l'UFDG à un quelconque dialogue revient au parti et à ses instances. Exclusivement la direction du parti et à ses instances. Voilà. Et à ses instances. La déclaration le mentionne également. Que cela soit réitéré après par le secrétaire général du parti, et qui n'était même pas dans une disposition, parce que ça aussi il faut le relever pour ceux qui entendent juste qu'on a dit ça, mais qui ne comprennent pas dans quel contexte ça a été dit, que le secrétaire général du parti, M. Aliou Condé, revient dire dans le cadre d'un webinaire, vice-président, voilà, et qui dans le cadre d'un webinaire, d'une conférence en ligne, qu'il revient dire à quelqu'un qui disait non, on a fait beaucoup. Il dit: mais l'UFDG aussi a fait beaucoup et continue à faire. Nous avons tenu tête et nous n'avons pas capitulé, nous n'allons pas capituler, nous n'allons pas à un dialogue parti cela. Que cela soit tiré pour dire que après on s'en prend à lui. Je parle bien sûr de la déclaration qui est venue après de M. Aliou et de M. Mamadou Bari. Parce qu'il faut le dire, il faut le rappeler. Ce décryptage a été fait par Guinée 114. Oui, il y a beaucoup d'autres sites qui l'ont fait également. Mais ce que je suis en train de dire, ma logique c'est quoi? Je viens à cette déclaration parce que c'est le dernier, c'est la dernière étape. Cette déclaration de M. Aliou Bari, Mamadou Aliou, qui s'en prend à Aliou Condé. Et on sent dedans que ce n'est pas la question soulevée par les détenus qui pose problème, mais c'est qu'à l'UFDG, il y a des contentieux qui ne sont pas vidés. D'accord, on va en parler. Il y a des contentieux. Je termine là-dessus parce que c'est pas votre dernière prise de parole. On va revenir tout à l'heure, monsieur Camara. Oui, Sekou Jamal, cette question, c'est vrai aujourd'hui qu'on veuille dire qu'on ne capitule pas, et de l'autre côté qu'on pense que nul n'a l'apanage ou le monopole de la vérité dans le parti. Est-ce qu'on peut, comme il a signalé tout à l'heure, dire que
il faut désormais penser à la vie des prisonniers ou il faut rester dans la position rigide du parti? On l'a rappelé dans plusieurs émissions ces dernières heures, c'est que la réaction de l'UFDG, à mon avis, n'a pas été suffisamment mûrie. Il n'y a pas eu de réflexion approfondie avant de réagir. Oui, c'est mon avis. Vous savez, quand un de vous est dans une situation difficile, il faut savoir comment le traiter. Des fois, il faut comprendre ses sentiments. Il y a une question de la ligne du parti, on est d'accord, mais les prisonniers sont dans une situation aussi qui est très difficile. Oui. Ils savent que l'UFDG a des forces politiques, notamment les manifestations. C'est la pression là qu'elle peut mettre sur l'État pour obtenir beaucoup de choses. Mais depuis quelques mois, on sait qu'elle est réduite presque à la résignation. Ouais, ou sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Ouais. Voilà, pour preuve, même si elle fait ses assemblées en ligne. Ouais, des assemblées virtuelles. Ils sont conscients. Ils disent, mais par quel moyen, par quel miracle on va sortir de là? Vous comprenez? Et, comment dirais-je, les prisonniers politiques voient l'UFDG faire des déclarations pour dire que nous, on n'est pas concernés par le dialogue. Ils disent, attention, l'arme fatale de l'UFDG est anéantie, la manifestation. Une opportunité s'est présentée, puisque c'est ce qu'ils ont dit dans la tribune, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Là encore, on nous dit que non, nous, on n'est pas concernés par le dialogue. À ce moment, nous, on est en train de souffrir ici. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. C'est ainsi qu'ils se sont exprimés. Et dans un contexte similaire à celui de Bahouri, à un moment donné, qui était obligé de négocier lui-même pour son retour. Donc, et aussi, c'est une sorte de négociation, puisqu'ils savent il n'y a pas autre façon de les faire sortir là. L'UFDG même devait être dans sa logique. Moi, je les prends au mot. Ils disent que ces procès, il s'agit de procès politiques. Il n'y a pas de fait concret. Alors, si vous savez qu'il s'agit d'un procès politique, il faut apporter des réponses politiques. Il ne faut pas vous attendre à une argumentation juridique ou judiciaire pour faire sortir vos prisonniers. Et cette réponse politique, puisque l'autre, elle est morte, manifestation, une opportunité s'est présentée, c'est le dialogue. Il faut aller poser des conditions, dire oui, avant d'aller au fond du débat, il faut libérer nos prisonniers, sinon on se retire. D'accord. Donc, oui, Thierno Souleymane, sur cette question. Et surtout, cette réponse, c'est qu'il n'avait pas besoin de répondre à ces prisonniers. Et tout de suite, vous avez vu, ça a choqué les prisonniers. Gawala a repris leur déclaration pour afficher sur sa page, dire voilà, c'est que la réaction, mépris avec lequel on nous répond. Parce que c'est ce que ça sous-entend. Ce sont vos mots. C'est ce que ça sous-entend. Le mépris, ce sont vos mots. Et je vais reprendre ce qu'il a dit. Ouais, mais voilà. C'est sur cette même page que la tribune a été publiée et reprise par les sites. D'accord, oui, Thierno Souleymane, aujourd'hui, c'est vrai que le parti est sa ligne. En tout cas, chacun quand même demande au parti, non, il faut aller vers la libération de vos prisonniers qui sont là. Mais il a dit, Aliou Condé, il dit, tout le monde se demande à quel avenir pour la Guinée aujourd'hui, et ça crie de partout, il faut aller au dialogue pour décrisper. Non, on ne va pas au dialogue pour décrisper, c'est l'État qui est cause et source de tous les conflits, qui doit d'abord se reprendre et arrêter les exactions qu'il est en train de commettre. Par exemple, nos prisonniers. Il a évoqué leur cas. Est-ce qu'on peut dire là que la tribune des trois et la position du parti, il y a distance? Non, forcément, il y a décalage. Il faut voir les choses clairement. Et je suis parfaitement d'accord avec Pendessa quand il dit que la réaction de l'UFDG n'a pas été suffisamment mûrie. Et j'espère que ce n'est que cela. Parce que sinon, ça peut être très grave. On est dans un débat politique, mes prédécesseurs l'ont rappelé ici, et les détenus clament haut et fort qu'ils ne sont reprochables de rien. Ouais, qu'ils sont innocents. Qu'ils sont innocents. Au niveau du parti, on répète ça à longueur de journée, que le parti n'est responsable de rien de ce qui lui est reproché, ainsi que ce qui est reproché aux militants et autres responsables aujourd'hui en détention. Alors, ça suppose qu'on est dans une crise politique, et dans ce débat-là, il faut agir et politiquement.
Malheureusement, c'est ce qui n'est pas en train de se faire. Parce que, encore une fois, l'UFDG, depuis la sortie de la présidentielle, enfin, avant d'aller à la présidentielle, le parti avait donné l'impression d'avoir des arguments, d'aller à ces élections et de les gagner. Ben, on peut leur accorder le bénéfice du doute et donc estimer qu'ils sont partis pensant qu'ils vont gagner. Selou a proclamé et s'est autoproclamé vainqueur. Cela n'a pas suffi pour que Alpha reste au pouvoir. Hein? Sans compter toutes les manifestations qu'il y a eu, précédemment. Pas que le changement constitutionnel ou le tripatouillage constitutionnel pour dire les choses telles qu'elles sont. Ah d'accord, pour vous alors. Justement. Pour vous alors. Voilà, ça a eu lieu. Ça suppose que en face, tu as un adversaire qui a une longueur d'avance sur toi. Un adversaire coriace. Ben, en tout cas, pour l'instant, qui a une longueur d'avance sur toi. Alors, tu as le choix. Et les détenus politiques, c'est là qu'ils se sont dit que le parti est en train de dire des choses, des responsables du parti qui sont dehors, qui sont au chaud, sont en train de dire des choses. Ben, nous, à un moment donné, on ne se retrouve pas là-dedans. Et c'est bien qu'on fasse savoir ce que nous pensons de cette situation. Parce que dans la tribune, il n'a été nulle part que les détenus décident que l'UFDG aille au dialogue. Les détenus n'ont fait que décliner leur point de vue. Et je pense que quand on est démocrate, on peut tout refuser à quelqu'un sauf le fait d'exprimer son opinion. À ce que je sache. Il a dit Mamadou Barry dans sa sortie, il dit il n'est pas superflu de rappeler ici que Cellou Dalein Diallo avait plaidé auprès de Lansana Conté pour l'élargissement de Alpha Condé, redoutable adversaire politique alors. Pourquoi aujourd'hui il est tant difficile de plaider pour permettre à nos cadres de recouvrer leur liberté? Soit dit en passant. Et bien entendu, Tcherno a rappelé aussi les propos de Fodé Marega, qui n'est pas des plus tendres en termes de déclaration au niveau de l'opposition. Mais à un moment donné, il faut tenir compte de la il a dit que le problème il est politique. De la réalité en face. Et à partir du moment où le problème est politique, il a été annoncé un dialogue pendant lequel, éventuellement, un certain nombre de problèmes peuvent se régler. Les détenus peuvent recouvrer leur liberté. Je ne sais pas en quoi ça peut être autant dérangeant que le parti trouve nécessaire de se fendre d'une déclaration donnant l'impression à tout le monde qu'ils sont en train de lâcher les leurs qui pourtant sont à un moment où ils ont le plus besoin de leur parti. Je crois que c'est le moment pour l'UFDG, c'est le moment pour Cellou de se reprendre les choses en main et de penser plus politiquement par rapport à cette situation, d'aller à ce dialogue, de prendre la main tendue, même si c'est une simple main qui est annoncée, mais tu ne peux pas par principe dire que tu refuses. Tu ne sais pas, peut-être que le pouvoir est en train d'annoncer juste une main ou de se racheter par moment, qui peut mettre ce dialogue comme un paravent pour dissimuler certaines forfaitures. Cellou a dit à tout le monde ici qu'il est un homme de dialogue, qu'il est un homme de paix. Il est allé au dialogue combien de fois? Au point que nous, les journalistes, avons dit qu'il se fait rouler dans la farine. Pourquoi pas cette fois-ci? Je crois qu'il faut se reprendre. Rien n'est perdu. Il faut revoir les choses, reprendre les choses en main. Faire une autre, même si je ne sais pas comment ils vont faire, s'il faut faire une autre déclaration ou pas, mais en tout cas, il faut amener des signaux forts au pouvoir et à tout. Parce qu'il n'y a pas que le pouvoir. Il y a d'autres interlocuteurs. Il y a d'autres intervenants, il y a la communauté internationale. Au niveau de la société guinéenne, il y a des particuliers, il y a des personnalités qui sont en train d'œuvrer pour rapprocher la position. Tu ne peux pas dire à tout ce beau monde, écoutez, moi je m'en fous. Je m'en fous de ce que vous faites, je n'en fais qu'à ma tête. D'accord, d'un Suleiman à un autre, Doumbouya à présent. Oui, cette question, est-ce que l'UFDG... Vous pensez que le parti doit ramper pour obtenir la libération de ces détenus dès lors que les principaux concernés clament toujours leur innocence? Merci, Monsieur Daouda Mohamed Kamara,
je relève qu'il y a des positions souvent très très coriaces de mon niveau qui méritent d'être relevées dans le débat. Évitons de donner des jugements aux choses. Ceci dit, cette situation que nous vivons est pour ma part très très gênante. Gênant pour qui? Gênant pour moi, qui a été très très actif à un moment au niveau de la politique. Nous sommes dans une démocratie, nous aspirons à une bonne démocratie. Je pense que le scénario qui est aujourd'hui ne glorifie personne. C'est vraiment au corps défendant des vrais démocrates de voir ce mauvais scénario que nous présentons à la face du monde. Oui. Il y a eu des sacrifices énormes qui ont été consentis de part et d'autre. Je ne vais pas rentrer dans ces querelles de clocher au niveau de l'UFDG. Ce que je sais est que cette déclaration, cette tribune de nos frères, Ousmane Gawal, le doyen Chérif Ba et Selou Baldé aussi a été renchéri avec la déclaration d'un autre jeune pour qui j'ai beaucoup aussi, Étienne Oui, on va parler de cela tout à l'heure. Qui était à la CENI, mais laissez-moi vous dire, je le rappelle. Ce que je sais, est que ce qui est très regrettable, c'est un peu la durée de la détention. Et vous savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, j'ai eu un bras de fer avec un officier supérieur de l'armée. Et en fin de compte, il m'avait impliqué dans un cas de complot et d'atteinte à la sûreté de l'État. Je sais, et je me permets de le dire ici aujourd'hui solennellement, connaissant très bien les procédures, ce qui allait me fatiguer, c'est ce qui se passe maintenant avec les frères là. C'est la durée de la détention préventive. Parce que autant les délais de prescription sont courts pour les délits, les procédures aussi sont plus légères pour les délits, pour ceux qui ont fait droit, que quand il s'agit de crimes, et surtout des crimes crapuleux, infamantes et dégradantes, pour ceux qu'on a connus avec cette crise post-électorale où des hommes en tenue ont été tués, égorgés, il y a eu des crimes abominables dans notre pays. Des citoyens, des simples citoyens. Des trains sabotés, des stations qui devaient exploser dans des quartiers populaires où il y a une forte concentration. Il faut mentionner aussi des militants tombés. Ça, on n'en parle même pas. Ah, d'accord. Mais encore, je dirais qu'une balle, ça fauche un ou deux. Vous avez compris. Et tout, in fine, avec un conflit communautaire qui était là. Heureusement que nous sommes liés par une unicité de la religion. Nous sommes des musulmans. Il arrive que c'est une force qui nous unit, qui va au-delà, qui transcende les clivages politiques et autres. Donc, on a vraiment échappé belle. Maintenant, le cas des détenus, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas passer sous silence. Moi, par exemple, j'ai eu la chance, avec tout ce qui s'est passé au niveau des enquêtes préliminaires, j'ai été pris comme... Avec tout ce que j'ai fait pour ce régime, je vous le rappelle, j'ai été pris comme complice. Et c'est ce qui m'a sauvé. Et qui m'a sauvé, c'est le procureur qui est décédé, paix à son âme, qui était en ce moment substitut du procureur à Kaloum, qui a dit, écoutez, où sont les auteurs? Parce que quand vous parlez de complot et d'atteinte à la sécurité... Non, de complot et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, c'est pas n'importe quoi ça, c'est du lourd pour ceux qui sont dans les procédures ou bien qui sont des pénalistes. Il a dit, à partir du moment où se trouvent les auteurs, on a dit non, les auteurs ont été libres. Il dit alors, si nous avons un complice, abandonnez ces charges, paix à son âme, je lui suis vraiment reconnaissant. C'est après que j'ai compris. Il a dit non, écoutez, mettez un délit. Comme il y a des gens qui tiennent coûte que coûte à ce qu'il soit arrêté. Vous avez compris? Non, on n'est pas... Moi, je vous dis, ma propre expérience, je suis un ancien bagnard. Je comprends mieux les problèmes de ces détenus-là que vous tous, parce que j'ai vécu. Vous avez compris? Donc, je voudrais même saisir ici pour exprimer vraiment... Bon, solidarité, est-ce que je ne vais pas être solidaire des actes qui sont très, très graves,
portés vers eux, je voudrais partager leur peine. Parce que j'ai été bagnard aussi, j'ai été prisonnier. D'accord. Non, je vous dis, laissez-moi terminer. Oui, on est maintenant face à un problème. Le problème, c'est ceux qui ont toujours fait droit, c'est la mise en mouvement de l'action publique. Quand l'action publique est mise en mouvement, à ce niveau aussi de la procédure, il n'y a qu'une seule chose qui surplombe tout ça, quelquefois c'est le politique. Ne l'ignorons pas. Vous avez compris? Et vous vous souvenez une phrase très très anecdotique qui a été dite par le ministre, pour qui j'ai beaucoup de respect, de la justice actuelle, qui est un ami aussi, vous avez compris? Il a dit, la justice sert à mettre fin aux troubles à l'ordre public. Si une mesure de la justice va provoquer des troubles à l'ordre public, répondant un peu le cas des huissiers, qui, ma foi... D'accord. Donc, vous avez compris, donc il y a beaucoup de choses, il faut prendre la chose dans un angle. Au-delà des considérations un peu de mon frère Homo. Non, vous allez laisser son opinion, c'est son opinion à lui. Voilà, c'est son opinion à lui. On est à un niveau, nous sommes ici à un niveau de réflexion. Je veux que nous apaisons. D'accord. Alors, ne condamnons pas. Aidons nos frères, ceux qui sont dans la politique, à se mettre ensemble. D'accord. Parce qu'il y a une vertu du dialogue. D'accord. Vous avez le cas ivoirien. Oui. Il y a des exilés qui sont on va avancer. Laissez-moi placer. Le temps file, monsieur Doumbia, s'il vous plaît. Le temps file, je vous en prie. Oui, Thierry Suleiman, rapidement. Je voudrais juste relever quelque chose à l'attention de mon ami, de mon homme. Je ne veux enflammer aucune situation, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, prenez par exemple tout ce qui a été mis au compte des détenus politiques au départ. Tout ce qui... Même les écoutez, détenus politiques sortant de ça. Non, moi c'est comme ça que je conçois les choses. Ce sont les qualificatifs. Pour l'instant, il n'y a pas... En tant que presse, pour l'instant... Surtout vous, en tant que presse... Pour l'instant, les politiques. Pour l'instant, vous allez permettre... Pour l'instant, c'est comme ça que je les considère. Jusqu'à la preuve du contraire. Alors... pour un départ, oui. on les a accusés même de fabrication d'armes. Les charges ont été... Justement. Les charges ont été requalifiées. Après, les charges ont muté. Oui. Ça a changé. Il y a eu une réqualification, ça c'était la semaine dernière. Justement. Ça a complètement changé. Donc c'est... Oui, non, je le dis, c'est ça. C'est un fait. Je termine rapidement. C'est un fait. Oui. Donc, quand les choses sont à ce niveau-là... Vous mettez au-dessus. Non, c'est Suleiman Doumbia. Vous allez permettre... Vous allez accepter. C'est en tant qu'observateur que je tiens compte de tous les éléments pour me permettre d'en déduire quelque chose. D'accord. Donc quand du statut de fabricant et de détenteur d'armes, on passe à celui de complice de sabotage d'engins et des choses, je pense qu'il y a déjà une évolution. Oui. Voilà un élément parmi tant d'autres qui devrait être pris en compte au niveau de l'UFDG aussi, pour se dire que les lignes sont en train de bouger. Alors, politiquement, jouons le jeu pour éventuellement régler les choses. D'accord. Oui, Tchernomadou Kamara. Non, je pense que c'est une analyse simpliste. Là, c'est votre opinion. Permettez-lui quand même son opinion. Non, je ne l'ai pas empêché. Vous n'avez pas la vérité ici. Je n'ai jamais prétendu avoir la vérité. Allez-y. Je pense que c'est simpliste parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à dire allons au dialogue. Et ce n'est pas aujourd'hui, si on partait à ce dialogue-là, ce ne serait pas la première fois qu'on inscrive comme préalable, par exemple, la libération des détenus. Et on a plusieurs fois parmi les résolutions dit libération des détenus, recensement et dédommagement des victimes. Ça a été dit depuis 2013. On le dit, il faut aller fouiller tous les accords. Ce serait même un peu hypocrite, à mon avis, pour la direction de l'UFDG, de décider, malgré tout ce qui s'est passé, de n'aller au dialogue que parce que Ousmane Gawad est en prison, parce que Cellou Baldé est en prison, parce que Serif Ba est en prison. Je ne réduis pas, je ne sous-estime pas les peines qui sont en train de poursuivre. Ça n'a tout l'air. Hein? Oui, bien sûr, je sais que ça n'a tout l'air. Ouais. Mais je vais vous dire, avant, ils étaient là au parti. Quand Grenade a pris 10 ans, est-ce qu'on a dit parce que Grenade est en prison, allons au dialogue parce qu'il faut faciliter que l'enfant sorte de prison? Mais Bamba est mort en prison. Combien de cadres de l'UFDG depuis 2010 ont été condamnés? D'autres sont morts
On n'a pas dit parce qu'ils sont condamnés, allons au dialogue parce qu'ils sont là. Je pense qu'il faut c'est très important. Ousmane Gawal, c'est le responsable de la communication du parti. Serif Ba, c'est le vice-président du parti. Selou Baldé, c'était une image forte du parti. Je suis d'accord, mais et je suis d'accord aussi qu'ils expriment leur opinion. Là aussi, Daouda, non, vous me permettrez, là aussi, que cela soit connu par la direction du parti que sur la place publique. Allez savoir ce qu'il y a. Maintenant, je conclus juste rapidement pour vous redonner la parole. Je vais dire une fois encore, c'est un chantage. C'est un chantage qui est en train de se jouer. On vous prend des responsables, on ne demande pas suffisamment, on ne dit pas aux gens, non, respectons le droit, respectons la justice. On veut pousser un parti politique à tout le temps accepter d'aller au dialogue parce qu'il y a des responsables qui sont détenus. À vous entendre, est-ce qu'aujourd'hui, du moment où lui-même il rappelle que depuis 2013, l'UFDG a accepté de négocier sur les prisonniers politiques. Alors, s'ils le font aujourd'hui, c'est pas contraire à leur démarche. Et vous pensez que ça a toujours été appliqué? Mais est-ce que l'autre question qu'on peut bien se poser, c'est vrai que les légalistes veuillent qu'on aille aujourd'hui, je vais dire, au procès, mais est-ce que aller au procès garantit vraiment leur liberté? Regardez ce qu'il y a. On n'est pas... Non. Je reprends simplement à vos questions. C'est exactement. C'est-à-dire... Partons encore comment on appelle, de l'aspect que j'ai relevé tout à l'heure. Oui. Les charges, les premières charges accablantes, rocambolesques, ont changé. Qu'est-ce qui vous dit que au terme d'un procès équitable, où ce n'est pas qu'entre juges d'instruction et détenus, c'est non seulement entre eux, mais c'est devant l'opinion nationale. Et les avocats. Et justement, tout cela, ça va permettre que la vérité se rétablisse. C'est-à-dire le juge, en jugeant, comment on appelle, le détenu, qu'il soit, voilà, il se rappelle une chose, quand on est en procès, il se rappelle que lui aussi il a un juge, c'est tous ses yeux qui le regardent directement et indirectement, à travers les écrans de télévision, à travers les médias de façon générale, il tient compte de tout cela. Et voilà un peu ce qui fait que une procédure qui s'accélère pour permettre au procès, moi je ne doute pas un seul instant qu'il sera établi. Oui, et rapidement, parce que j'ai envie de poser... sur ce point, justement, allez-y. Ce que les gens ne comprennent pas, on n'est pas en train de leur dire allez au dialogue pour mettre fin à la procédure. Pour dire sortez les noms, mais on sait ce qui est vrai. Malheureusement, ce n'est pas le sujet, mais c'est qu'il y a toujours des pressions politiques qui dictent les verdicts, généralement en Afrique. Vous comprenez? Donc il va aller au dialogue. Au lieu qu'on continue à traîner les prisonniers là, on va accélérer le procès. Soit ils sont disculpés, ou bien ils sont condamnés et puis le président prendra une grâce présidentielle pour les libérer. D'accord. Et l'enseignement qu'il faut tirer, puisque les légalistes qui aiment dire qu'il ne faut pas continuer à mettre pression sur la justice, sur les magistrats, c'est que la leçon, au finish, quand on continue sur ce genre de preuves, la leçon que les magistrats tireront, c'est de dire attention, il faut que je cesse d'être la main des pouvoirs politiques, sinon on me rappellera à l'ordre à tout moment. D'accord. L'autre question qui vient dans cette situation, c'est vrai qu'il y a une tribune de 3 personnes, mais on a vu également hier dans la soirée une autre tribune de Étienne Soropogui qui ne semble pas être sur la même longueur d'onde que les 3 premiers. Souleymane Doumbouya. Je ne sais pas qu'est-ce qui le particularise ou bien quel est le point de divergence entre eux. J'ai lu un peu sa tribune, in fine, même s'il parle de Boma, il parle d'identité de Nelson Mandela. Mais in fine, il parle des vertus du dialogue. Moi, je veux vraiment quelquefois qu'il faut capitaliser. Moi, j'aime ça. Capitaliser, c'est toujours bien. Il faut imiter quand il y a des expériences réussies. Je prends un pays dans les mêmes circonstances de cause à effet, pour des faits d'élection et autres, qui a abouti à une grave crise, même des morts plus que chez nous. On parle de 3000, et avec un président qui a été envoyé devant la cour du pays. Aujourd'hui, qui arrive
qui arrive à négocier, à faire rapatrier tous ces lieutenants qui étaient en dehors d'abord du territoire, ceux-mêmes qui étaient arrêtés, à les faire libérer, à les faire bénéficier, à les élargir, et aujourd'hui, qui est en train de négocier son retour au pays natal. On ne fait pas la politique virtuellement. D'accord. Que vous avez compris. Ouais. Ce que je veux dire, vous avez parlé ici de capituler, bon, cesser le feu, armistice. C'est des choses qui existent. Il faudrait que... oui. Vous avez compris. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut appeler, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? C'est d'aller à l'apaisement. Vous savez, on ne trouvera la solution qu'autour d'une table. La justice fera son travail, mais vous rendrez aussi la tâche plus facile. D'accord. Maintenant, ce que je vais dire à Homo, non, je vais rajouter ça. Attends, mais vous allez. Non, mais c'est la quintessence de tout ce que. Oui, non, mais vous allez laisser la personne de votre Homo. Non, je laisse pas. Donnez votre opinion, faites votre proposition. Oui. De l'autre, voilà. Il est celui. C'est la place d'en face. Hein. Voilà, c'est la place d'en face. Ou le cas d'en face. Ce que je vais dire. Voilà, ce que je veux dire. Oui. C'est petit détail. Voilà, je dis ce que l'officier de police judiciaire met à votre compte comme charge, le procureur peut soit l'augmenter, soit le diminuer. Oui. Après l'instruction, et le principe, c'est la libération. Et les enquêtes continuent. Vous avez compris? Oui. Et les faits sont pas statiques. Chaque fois qu'il y a la manifestation de la ville, voilà. C'est pour dire que je ne suis pas en train de défendre. Pour vous compléter, je ne suis pas en train de défendre la justice, qu'elle soit en Guinée, qu'elle soit en France. La justice. C'est la justice. Non, la justice humaine est tendancieuse. D'accord. Juste une chose. Celui qui l'administre est imparfait. D'accord. Donc, la perfection n'étant pas d'ici-bas, on n'aura jamais la vraie justice. Juste compléter mon mot. C'est-à-dire, la liberté dont le procureur jouit face au juge d'instruction, c'est la même liberté que le juge a pour décider. On n'est pas encore arrivé. Non, c'est pour vous dire que à partir du moment où les choses ont changé, pendant les... Et le souhait de nos hommes, c'est d'être devant ce juge-là. Mais voilà. D'accord. Donc ça va changer. Ça va changer. La position d'Etienne Soropogui, est-ce que vous pensez que cette position d'Etienne Soropogui peut faciliter ou peut quand même exprimer l'individualisme que chacun pourrait avoir dans cette situation? Non, c'est tout à fait normal. D'abord, il faut préciser que si tous sont là pour les mêmes faits et pour les mêmes événements, ils ont été arrêtés dans pratiquement les mêmes... Bon, pas arrêtés, détenus dans les mêmes conditions. Non. Écoutez, ce que je suis en train de relever, c'est qu'ils ne sont pas tous... Ils ne sont pas tous de l'IFDZ. C'est tout à fait normal que les trois... C'est tout à fait normal que les trois qui sont de la même partie s'expriment et qu'après il donne lui aussi son point de vue. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que dans sa déclaration, il y a quand même des parties, bon, tout est important, hein, parce que là aussi c'est l'expression d'un autre détenu politique. Et il dit, et ça je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Et vous savez, il y a une question de valeur. Il y a une question, quand on parle de valeur, c'est pas facile, c'est l'attachement à ses valeurs, c'est-à-dire être attaché à ses valeurs, c'est vraiment un challenge. L'UFDZ a dit, et s'est fixé une ligne, a dit, voilà notre ligne. En attendant, c'est là que nous sommes. D'accord. Pour que le parti change de ligne, il faut qu'il y ait quelque chose de consistant qui l'amène à changer de ligne. Et lorsque... Elle se contredit. Non, je termine. Non, je vous ai laissé terminer ça. Oui. Lorsque Etienne dit dans sa déclaration, parce que sous la pression de l'incarcération, certaines personnes apparaissent très loin en dessous de ce qu'elles avaient semblé être. Oui. C'est dire, par exemple, en tout cas moi c'est ma lecture, c'est dire que Gawal et compagnie, par exemple,
cèdent sous la pression de la pression, cèdent pour amener leur parti à ramper aller vers Alpha Condé pour commander un dialogue politique ou alors répondre à une main qui serait tendue. Maintenant, pour terminer, moi c'est ma lecture, mais écoutez, c'est pas mais Alpha Condé a été en prison, vous étiez là, dites-nous, Alpha Condé était en prison. Dites-nous quelles ont été les démarches du RPG à l'époque vis-à-vis du pouvoir de Lansana Conté pour que Alpha Condé puisse être sorti de prison. Il y a eu des négociations. Je termine. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Donc je dis une fois encore, là je suis d'accord que ceux qui sont en prison, leur avis compte, c'est très intéressant. J'ai posé tout à l'heure une question, j'ai dit pourquoi le débat ne s'est pas mené à l'interne pour demander aux instances de l'UFDG allons au dialogue. C'est plutôt sur la place publique que ce débat est en train de se mener, au point que c'est pas à nous de je ne pose pas la question la base sur la ligne dont vous ne comprenez pas. Cette ligne n'a pas été concertée. La base n'a pas été concertée. Non, ce que je suis en train de vous dire, ils sont en train de dire la direction du parti vous appartient à une organisation. Une mauvaise communication. Non, ça je suis d'accord. Et comme si les prisonniers ne faisaient pas partie de cette même direction. S'il vous plaît, vous appartenez à plusieurs organisations. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi Gawal et les deux autres qui sont en prison ont eu le temps et l'intelligence d'écrire cette tribune et l'envoyer à la presse sans que la direction de leur parti, qu'ils semblent interpeller dans leur tribune, ne soit informée de la rédaction de cette tribune. Ils ne sont pas d'accord avec la ça c'est une première question. La deuxième question que je m'avais vous poser, la deuxième question que je m'avais posée, c'est de savoir pourquoi quand le secrétaire général du parti revient pour qu'on appelle ça retracer la ligne, pour dire voilà pour le moment la ligne du parti, il y a un autre cadre qui sort pour rappeler des histoires et tout ça. Je pense qu'il y a d'autres problèmes au-delà de la tribune. Non, mais c'est l'expression de la démocratie au sein du parti. C'est l'expression de la démocratie au sein du parti. Oui, Jamal, je vous reviens tout à l'heure, M. Doumbouya. Oui, je voudrais rectifier. Oui, vous aurez le temps tout à l'heure. Il faut que ce soit en interaction. C'est bien l'interaction là qu'on est en train de faire. Ils vont sur la même. Je veux juste dire que l'équipe Gawal, non, elle n'a jamais demandé à ce qu'on les libère. Oui. Personne n'a dit ça. Non, attendez. Ils ne rampent pas non plus près du pouvoir. Non, mais ils sont confrontés à un vrai problème. Le vrai problème. Comme d'autres ont été confrontés avant. Vous avez compris, quand vous avez fait la prison, la plus grande chance qu'on vous donne, c'est de comparaître devant le juge. Oui. C'est ce qu'ils demandent. Et ça ne devrait pas passer par les moyens politiques. Dans une république politique. En principe. Oui. On ne devrait pas demander ça. On ne devrait pas commander ça. D'accord. Jamal a la parole à présent. Ceux qui sont en prison là-bas demandent ça. Je crois que tous ceux qui sont dans la détention préventive demandent ça. Souleymane Doumbouya, vous n'avez plus la parole. Je donne la parole à Sekou Jamal Pendessa sur cette même question. Et on a vu, sous le coup de la colère, Ismaël Condé également, qui s'est aspergé d'eau chaude. Il est dans un état aujourd'hui. Bon, selon la version du ministère. Selon la version du ministère. Et de son avocat. Et de son avocat. On a eu son avocat qui aujourd'hui, qui est parti plus loin. La pression aujourd'hui n'est pas que cette voie politique soit utilisée pour arriver à la libération de ces détenus. Ce qui reste clair, comme l'ont dit les prisonniers, l'opportunité est là, il faut la saisir pour plusieurs raisons. Oui. Le pouvoir même, ça devient une sorte de patate chaude entre ses mains. Donc si un prétexte, vous n'avez pas la parole. Si un prétexte de dialogue vient, on va s'en débarrasser très vite là. Oui. Ah oui. Vous comprenez? Et la justice alors? Ah mais ça, la justice, si la justice a accepté, ne lui répondez pas. Si restons dans la logique de l'UFDG. Moi, vous savez, en termes de droit international humanitaire, c'est que il faut pas que ton ami utilise des chars de combat, toi tu prends fusil de chasse. Vous comprenez? On dit disproportionnalité des armes, des moyens de guerre. C'est pas bon, ça t'affaiblit. La justice, comme ils le disent, a accepté de se faire manipuler par les pouvoirs publics pour faire arrêter ces gens-là. Je vais aller dialoguer, on va encore vous manipuler pour les libérer.
Comme ça, demain, Ça quand va le devenir, pouvoir va vous dire prenez-les, vous allez dire que le manipuler, oui, rapidement. Écoutez, moi je pense que Oui. à un moment donné, il faut moins personnaliser ce débat. Il faut sortir de Gawal, de tel. C'est-à-dire, dans leur déclaration, ces détenus politiques, mon nom va accepter que je les appelle ainsi, ils ont rappelé quelque chose d'intéressant à mes yeux. C'est la Guinée et son avenir. Oui, oui. C'est-à-dire, à un moment donné, tu peux penser avoir tous les moyens du monde pour pouvoir faire ce que tu veux à ton niveau, mais quand c'est tout ton pays qui dépend d'une situation, je crois que la lecture doit être plus lucide et plus inclusive. Et j'estime que c'est vers ça que tout le monde devrait aller pour prendre en compte, d'accord, les susceptibilités des uns et des autres, oui. mais surtout dire que la Guinée n'est pas condamnée à vivre dans le passé, mais à aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut repartir sur de nouvelles bases. Et en ce moment, si c'est comme ça ta lecture, Tierno, prends-la comme ça. Ouais. En attendant, moi je pense qu'il n'est pas exclu, et c'est d'ailleurs souhaitable, qu'il y ait un New Deal dans ce pays pour qu'on aille de l'avant, qu'on cesse, que ceux qui vivent du fait que telle insulte, telle aujourd'hui, ou moi je t'encourage, que ceux-là qui vivent de cela, arrête de faire cela, qu'il aille chercher du travail. On a un dernier sujet. On a un dernier sujet. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Je vais préciser parce qu'il y a assez d'amalgame. Oui, une précision de allez-y rapidement. J'ai entendu ici que la justice se fait manipuler. Jusqu'à ce niveau d'abord, le pouvoir judiciaire en tant que pouvoir tel que nous le concevons. Je dis bien, restons dans la logique de l'UFDG. C'est le journaliste qui a parlé, hein. Voilà, le pouvoir judiciaire. C'est le journaliste qui a parlé. C'est le pouvoir judiciaire qui administre la justice. Oui. Tout ce qui se passe en ce moment-là, vous avez le parquet qui... Tout sera au nom du Mais on a entendu quelqu'un dire qu'il avait déjà des preuves contre Monsieur Doumbouya, vous n'avez qu'une minute pour parler. Non, on a entendu le président dire qu'ils avaient déjà des preuves. D'accord. Alpha Condé. D'accord, moi je vais changer. Je vais changer de sujet à présent. C'était ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On attend de savoir de loin comment l'exécutif va prendre en compte toute cette, en tout cas tous ces points évoqués par les détenus politiques, les détenus d'opinion ou les détenus simplement, chacun selon sa compréhension, sa perception saura le dire ainsi. Le dernier élément qu'on va toucher, c'est bien dans la sous-région. On a suivi tous cette situation malienne qui, de plus en plus, ne semble plus être maîtrisée, en tout cas dans la perception des uns et des autres. L'Union africaine, la CEDEAO, c'est la France également qui suspend sa coopération, en tout cas en ce qui concerne la coopération, pas Barkhane, mais militaire. Des opérations militaires. Oui, la coopération. En tout cas, les opérations mixtes, justement avec le Mali. Moi, je crois que tout ce que vous avez relevé là, toutes les organisations et autres partenaires, je crois qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'essentiel que les gens sont en train d'oublier. Et ça me paraît pas intéressant quand on tient compte du fait que il s'agit de pays qui sont dans le principe souverain et donc qui devraient décider de... Parce que prenez l'exemple, par exemple, quand la France dit qu'on opère au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais on ne coopère pas, on n'accepte pas de travailler avec les Maliens. Ça ne sonne pas bien, à mon avis. Ça, c'est soit dit en passant. Oui. Moi, je crois que et la France et les organisations, soit sous-régionales ou régionales, qui interviennent au Mali et ailleurs dans le monde, devraient d'abord écouter les Maliens, leur demander ce qu'ils veulent. Parce que si tu veux aider, en tout cas, si tu veux aider, si la réalité c'est d'aider... Tout ce que tu fais pour moi, sans moi... Voilà. S'ils veulent aider le Mali, il faut écouter les Maliens et aller vers ce que les Maliens vont trouver une solution ensemble, parce qu'ils discutent entre eux, Maliens d'abord. Ils définissent ce qu'ils trouvent comme chemin pour sortir de la crise. Maintenant, vous allez les aider dans ce sens. Mais si vous voulez les aider
en leur imposant ce qu'ils doivent faire chez eux. Mais en ce moment, c'est une forme d'aide que moi je ne comprends pas. D'accord. On a suivi par exemple d'autres acteurs maliens, des acteurs sociaux et même politiques. Et d'aucuns pensent aujourd'hui que s'ils ne tenaient qu'à eux, la France devait dégager du Mali. Bon, je dirais d'une manière ou d'une autre, le mal que vit le Mali ne serait se dissocier vraiment de la France. Pour plusieurs raisons. Non seulement une puissance colonisatrice, mais mieux que ça, c'est un État donc, qui est confronté à beaucoup de problèmes. Ce qu'on voit là, c'est vrai, ce qui a accéléré ce problème d'Azawad, qui est venu avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est lié à des problèmes de limitation des ressources et des problèmes liés à l'étendue du territoire, et des problèmes d'ordre logistique, une panoplie de problèmes. Mais la vraie externalité qui a conduit ce chaos, je pèse mes mots, pas chaos, mais mettre nos frères maliens dans cette difficulté aujourd'hui, c'est cette affaire de Sarkozy qui s'en est pris au président libyen. C'est-à-dire que quelquefois les dictatures, que ce soit en Irak, les dictateurs souvent sont comme, quelqu'un l'a dit, sont comme des couvercles. Dans une marmite qui bouillit où vous avez une sorte de boîte à Pandore, quand vous l'enlevez, c'est fini. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Aujourd'hui, on a livré un pays immensement riche par le carburant, et le pétrole, la Libye. Aujourd'hui, vous avez les terroristes, les djihadistes, ou c'est pas tous ces gens assoiffés de sang et autres, qui sont venus s'accaparer de ces ressources et à travers des nébuleuses qui servent tant bien que mal à étendre le désordre et l'anarchie un peu partout. Donc, c'est des situations très difficiles auxquelles nous sommes confrontés. J'aurais vraiment bien voulu décortiquer certaines choses, mais le temps faisant défaut, on n'a plus que 5 minutes. On a tellement traîné avec cette affaire du FDG. Oui, mais c'est quand même l'actualité nationale. Voilà, c'est l'actualité nationale. Oui, et il a rappelé la situation libyenne qui est une des causes aujourd'hui de ce qu'on est en train de vivre au Mali. Au même moment, on a vu cette autre attaque terroriste du côté du Burkina Faso. Est-ce qu'à l'allure des choses au Mali ne risque pas en tout cas de déstabiliser davantage ou de donner plus de force à ces islamistes, comme on les appelle, de se faire de la place? Ça c'est une évidence, surtout que l'acte confus de la France peut encourager d'une manière ou d'une autre les djihadistes qui vont se dire oui, l'armée est laissée pour compte, il n'y a plus d'aide, donc on va profiter de cette absence. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Macron est en train de faire un jeu d'enfant. Vous comprenez, excusez-moi du terme. Lui, c'est pertinemment, tu ne peux pas dire je suspends, c'est provisoire, je ne vais pas, je reste, je collabore avec l'autre. En réalité, il sait qu'il ne peut pas aller, et s'il part, il va perdre le terrain. On a évoqué la question des géostratégies dans la sous-région, la Russie qui attend pour bondir sur la chance, et puis on va effacer la France. Et vous savez, en termes de diplomatie, c'est que ça représente. La France n'est pas là pour être là seulement. Non seulement il y a beaucoup d'autres intérêts, mais il faut se faire une certaine voix. Toute personne qui viendrait au Mali, qu'on soit, c'est nous le maître d'ici, il faut passer par nous. Et si la France part, elle va perdre tout ça. Elle va perdre tout ça, oui. Thierno Amadou Camara, sur cette question. On a l'impression qu'aujourd'hui, la France cautionne un coup d'État et s'oppose à un autre, et en un laps de temps. Et justement, je pense que cela a plaidé en faveur d'Assimi Goïta, le fait que quelques mois avant,
la France avait soutenu. Et Macron est venu parrainer même l'intronisation en quelque sorte du fils de Déby, du fils de Déby et tout ça. Mais ça, ce sont des questions factuelles à mon avis, parce que les Goïta et tous les autres, les Aya Sanogo et autres là, sont en fait des bénéficiaires d'une situation, parce qu'ils se sont engouffrés dans une situation qui est causée par un autre problème qui est plus grand qu'évoquait le grand frère tout à l'heure. C'est cette histoire de terrorisme aujourd'hui qui s'est répandue un peu dans cette zone-là, qui a pour conséquence cette déstabilisation que nous avons connue au Mali et beaucoup d'autres problèmes que vous avez parlé tout à l'heure du cas du Burkina Faso. J'ai suivi une vidéo et une conférence qui a été co-animée par l'ancien président Idriss Déby et aussi le désormais ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dit que la question du terrorisme, c'est une question africaine. Il faut que les Africains se donnent les mains pour qu'on combatte ça avec des solutions africaines. Déby a dit non. Et je ne suis pas d'accord avec mon frère Ibeka. Le bordel qui a été foutu par ceux-là qui sont allés bombarder Kadhafi. Alors leur dire de revenir réparer le bordel qu'ils ont commis. Je pense que ça résume la question. Aujourd'hui, c'est parce que le Mali a été confronté à toutes ces difficultés-là qu'ils ont eu finalement une armée qui est réduite à l'action politique et qui est devenue plus politicienne que les acteurs politiques même. Et moi, je me demande même, après la résolution de cette crise politique-là, comment le Mali va faire face au véritable problème qui est la libération de l'ensemble de son territoire et le développement du Mali. Merci à vous, Thierno Amadou Kamara. Merci à Thierno Souleymane Diallo. Merci à Souleymane Doumbouya. Merci à Sekou Jamal Pendessa. Merci à vous qui nous regardez à travers le pays, mais aussi à travers le monde. Merci également à ceux qui nous suivent depuis Kissidougou, à Djamia, qui nous regardent à l'instant. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont du côté de l'Abbé, de Nzérékoré, de Gekedou, de Massanta, même de Mamou, entre autres, à Poredaka. Merci à tous et merci à notre réalisateur Mamoudou Kondé. Merci à Nalaï et Lamine Sidibé. Et il y a également Abubakar Foté Souma, Salim Fofana. Merci à vous. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres invités, d'autres sujets qui feront la une de la semaine. Merci de votre attention et au revoir. Suivez la rediffusion demain juste après les GG.